antiquités qui sont partagés avec nous par les élèves de notre école. Pourtant, en 1986, un événement inédit et loin d'être anodin a éclaté. Lors de la promenade tout au long de laquelle les élèves de notre école ont découvert une hélice d'avion en bois que nous pouvons observer tout au fond du musée, cette découverte a tellement rehaussé le courage des professeurs et des amateurs du musée, puisqu'un tel apport dans la collection y a répondu de la plus piquante vérité. Depuis ce jour, notre musée fleurit et ne connaît plus aucune frontière. Nos collections permanentes s'enrichissent et bien évidemment à présent il sera même un peu compliqué de refléter toute l'ampleur des expositions possibles. Pourtant, le musée scolaire est un organisme vivant et bien évidemment il est soumis à la même vie que nous tous. C'est pour cette raison que nous tâchons de remettre en cause les sujets issus de multiples domaines, puisque cela revient à pérenniser la diversité, la richesse des expositions de notre musée scolaire, ainsi que l'intérêt de la part de nos élèves. Les professeurs et les amis fidèles du musée, les amateurs, tout simplement, ils font également démarrer de mini-expositions. Si on observe la première, elle illustre l'histoire de la monnaie russe qui se profile ici à travers des objets et des antiquités partagés avec nous par les élèves de l'école. Pour la première fois, cette exposition a eu lieu il y a 2 ans. Oui, lors de cette présentation, on a eu l'occasion de suivre et apprendre l'évolution de la monnaie russe, remontant à l'époque de l'argent du XVIIe et XVIIIe siècle et concluant par les cartes bleues et l'argent d'aujourd'hui. Dans le cadre d'une telle connaissance avec l'histoire de la monnaie russe, nous vous offrons la possibilité de tenir dans vos propres mains la pièce du XVIIIe siècle et de mesurer toute la grandeur de la monnaie russe des Catherine Labue. Elle est bien conservée encore. Moi, j'y revois encore un moment. Regardez. Oui, c'était sous le règne de Catherine Labue. Passons au présent à la deuxième mini-exposition qui s'étend à votre gauche. Une exposition intitulée du papyrus à épable a été réalisée cette année 2015. Et durant cette présentation, on a eu pour suivre l'évolution du développement, l'évolution de l'histoire mouvementée, du développement du livre. Et il faut quand même reconnaître que cette exposition se fait à la lumière. Et pourtant, elle a pris sa plus grande réputation lors de l'arrivée des étudiants français du lycée Henri IV de Paris. Et donc, lors de cette exposition, on a produit beaucoup d'ateliers et beaucoup de cours. Il était totalement possible à exécuter beaucoup d'ateliers comme apprendre à tracer soigneusement des caractères sur l'écorce du boulot, ou par exemple à peindre des hiéroglyphes, c'était à libre disposition. Notre musée scolaire garde son charme principalement grâce aux photos, aux médailles et aux œuvres et toutes les antiquités partagées avec nous par les amateurs de l'histoire et par les élèves de notre école. Toutes ces antiquités témoignent d'un inextinguible souvenir de la Grande Guerre, de la grande tragédie, qui ne cesse de s'envoyer dans le cœur de tous les citadins du pays, ainsi que dans les vitrines de la salle où l'on se trouve en ce moment. Vous savez comment on l'appelle en France? La Grande Guerre? Oui. Oui. On l'appelle pas la Grande Guerre. C'est pour ça que je ne dis pas. On l'appelle la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Oui, on l'appelle de cette façon aussi, mais c'est la majorité de situation. Alors, on utilise plutôt souvent la Grande Guerre pour parler de la Première Guerre. Nous, on utilise la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, 39-45, et on dit la Seconde Guerre mondiale. Alors, oui, c'est vrai. Enfin, un petit peu différent. Voilà, de la Grande Guerre. Oui. Ainsi, la Grande Guerre est le mouvement qui fait preuve du temps, du courage, du genre, qui apparaît comme une cause d'imputation de tout conflit, mais qui d'ailleurs tend à fortifier ces solides relations d'amitié établies entre les citoyens du pays, et pas seulement.
après Normandie-Niemen, qui prend ce cas, circule dans tous les esprits et a implanté une bien profonde empreinte dans l'histoire mondiale. Notre musée est forcément bien attaché à l'amitié franco-russe qui a surgi pendant cette période et s'est confirmée grâce au régiment Normandie-Niemen. Les actions de deux pays axées sur le rejet du pays déclaré non neutre à l'Allemagne ont été couronnées de succès. En janvier 1942, soucieux de voir la France libre pour prendre part à tous les combats sur les fronts, Charles de Gaulle envisage l'envoi des soldats français en Union soviétique. Malheureusement, après 2 ans de négociations, ce n'était que le 26 novembre 1942 qu'on a donné l'accord pour mettre sur pied cette unité. Et pourtant, la première base où les Français vont percevoir des avions russes et s'entraîner sur Yak-7 de place et Yak-1 de place. Cette première base se trouvait à Ivanovo, à 250 km de Moscou, en nord-est. Courant juillet 1943, vraiment, l'escadrille entre vraiment dans l'action, dans le feu de l'action. Et c'était provoqué par une terrible bataille de Kursk. Également, le 1er septembre 1943, le groupe totalise 42 victoires homologuées. En moins de 3 semaines, les troupes soviétiques s'enfoncent de plus de 200 km vers l'est, et c'était là le passage du fleuve du Yémen. Les combats étaient terribles, et en récompense du comportement de 20 exemplaires tellement exceptionnel, cela valait le coup de la part du maréchal Staline de donner son nom Yémen au régiment Normandie-Yémen. Début juin 1945, en récompense du comportement exemplaire, maréchal Staline fait don aux survivants qui se pose au week-end le 20 juin, où une énorme foule vient les accueillir à nouveau. Ces militaires exceptionnels et vraiment remarquables reçoivent des temps soviétiques, des décorations temps soviétiques et françaises. L'histoire est largement riche en événements inédits. Ça c'est sûr. Et pourtant, à mon avis, quand le sujet de la guerre se pose en tête de la conversation, et la conversation évolue vers cette tranche, je sais qu'il serait peut-être plus difficile de maximiser et de s'interroger sur les ressentis des participants eux-mêmes, qui en dérouleront beaucoup plus que le symbole de l'alimentation. C'est à ce titre qu'il me fait un grand honneur de pouvoir exhumer le souvenir de l'expérience des pilotes français et de relater une histoire émouvante, mais très déchirante, du capitaine Maurice de Seine. L'histoire du capitaine Maurice de Seine symbolise par son sacrifice cette amitié franco-russe révélée par la brutalité du temps de l'histoire. Le 15 janvier 1940, le capitaine Maurice de Seine s'envole avec son mécanicien soviétique, l'adjudant du chef biologique de l'air observé leur force. Puis après le décollage, le camp de pilote revient vers ce terrain et se rend compte qu'il est victime de fuite d'essence dans sa vie. Aveuglé, puis intoxiqué, il cherche à atterrir à plusieurs reprises, mais tout était en vain. C'était à ce moment qu'il reçoit l'ordre de sauter un parachute. Mais non. Malheureusement, ou heureusement, le capitaine Maurice de Seine refuse, par solidarité avec son passager, son mécanicien soviétique et l'adjudant chef de l'équipe. Et finalement, il s'écrase au sol lors de sa dernière tentative d'atterrissage. Ce sacrifice de la part du capitaine Maurice de Seine impressionne tout le groupe de Normandie-Niemen, surtout les groupes soviétiques, et consolide cette collaboration entre les femmes et les hommes de deux nations qui se produit à cette époque. Certes, l'histoire du Normandie-Niemen inspire le plus grand respect à tous ces gens qui ont été mis à cette épreuve. Cette histoire s'insinue tout au fond de l'âme de chacun, mais il rejaillit. À l'époque, les soldats de deux nations se serraient les coudes et bien probablement c'était à ce moment qu'ils ont réalisé toute la splendeur, toute la richesse, toute l'importance de l'amitié. Puisque l'amitié se développe, se progresse, se perfectionne, s'enrichit et bien sûr elle s'imprègne de la peine ainsi que du bonheur. Mais le facteur le plus important, renfermé dans la valeur de l'amitié,
nous sommes tous interpellés et impliqués dans le devoir de chérir notre grande histoire mondiale, et bien évidemment de cultiver ces valeurs amicales à tout moment. Ce sentiment de l'amitié, il est tellement puissant qu'il est beaucoup plus puissant que la guerre et toutes ces épreuves atroces. Et le comportement exemplaire du Norman en fait preuve, et bien sûr révèle cette vérité telle que nous l'avons tous aujourd'hui. Merci de votre attention. Voilà, pour continuer, nous voudrions terminer notre visite très courte par une chanson très chère pour nous, cette chanson en russe et en français qui chante l'amitié qui est née pendant la guerre.